Au cours de toute l'histoire de l'humanité, bien des traditions ont été narrées sur la fondation de sites célèbres. Beaucoup d'entre elles ont été oubliées et seulement très peu ont résisté à l'épreuve des siècles, ont été inscrites et se sont conservées pour être transmises aux générations futures. Il y a peu de sites au monde sur la fondation desquels des inscriptions se sont conservées, des certificats de naissance gravés sur pierre, pour ainsi dire. Et encore moins nombreuses sont ceux sur la fondation desquels des traditions ont été narrées et des inscriptions sur pierre ont été conservées. Erevan est parmi ces rares villes heureuses. Des légendes ont été conservées sur tous les continents à propos du déluge universel. La plus célèbre d'entre elles est celle de la Bible. Il se mit à pleuvoir sur la terre, la pluie allait durer 40 jours et 40 nuits, le niveau de l'eau resta haut pendant 150 jours sur la terre, les eaux se retirèrent progressivement de la terre, ainsi 150 jours après le début de l'inondation, le niveau de l'eau se mit à baisser. L'arche s'échoua dans le massif de l'Ararat. Peuple vivant dans le massif de l'Ararat, les Arméniens ont conservé une légende ancienne sur le nom de la ville d'Erevan, située au pied du mont Ararat. D'après cette légende, lorsque l'arche du salut s'est échouée sur le sommet de l'Ararat, Noé a vu la terre et s'est écrié « Yerevats, elle se voit !» Et comme la terre qu'il voyait était à l'emplacement de la future ville d'Erevan, la ville a été nommée Erevan. La légende sur le nom d'Erevan n'est qu'un épisode de la légende arménienne sur le déluge universel. Certaines parties de cette légende ont été écrites aussi bien par les écrivains arméniens que par les voyageurs médiévaux d'Europe et les historiens antiques. La version la plus ancienne de la légende a été inscrite dans l'œuvre de Nicolas de Damas au 1er siècle avant Jésus-Christ. L'analyse de cette communication montre que la tradition arménienne sur l'inondation a été créée à la période pré-chrétienne et la première inscription de cette légende date encore de l'époque des inscriptions cunéiformes. De quand date la tradition du nom d'Erevan? A-t-elle constitué dès le début une partie de la légende arménienne sur l'inondation ou a-t-elle été ajoutée par la suite? Cette question continue à faire l'objet de discussions scientifiques. L'homme préhistorique a vécu sur le territoire de l'Erevan actuel depuis plus de 2 millions d'années, de la haute époque acheuléenne pour employer le terme archéologie. Dans les cavernes d'Erevan, les conditions de vie étaient favorables au processus de l'apparition des êtres humains. Հայկական կենսատոպը բավականին բարենպաստ է եղել մարդկանց ապրելու համար։
Le type de vie arménien a été suffisamment favorable à la vie des humains, surtout à l'époque où l'homme n'était pas encore civilisé, où il n'avait pas encore toutes les possibilités dont disposait ensuite l'homme civilisé, outils, animaux domestiques, etc. Au cours de toute cette période, il a cherché des lieux où se réfugier et passer la nuit à l'abri des bêtes sauvages. Pendant toute cette période, il s'est servi de cavernes toutes prêtes, sans intervenir dans la structure interne de ses constructions naturelles, privées de tout confort. Les traces de vie humaine sur le territoire d'Erevan ont une histoire de plusieurs dizaines de millénaires. À ces époques très reculées, les êtres humains vivaient dans les cavernes et se servaient d'outils de pierre, particulièrement de silex. Ils se procuraient leur nourriture en chassant, en pêchant et en récoltant les dons de la nature. Dans sa lutte contre les forces de la nature, l'homme se servait du feu. Qui était aussi bien un moyen de se chauffer que de préparer la nourriture et de se protéger des bêtes sauvages. Քարանձավները Երևանում հետազոտվել են. Les cavernes d'Erevan ont été étudiées. Ce sont des cavités apparues dans la lave où ont trouvé refuge les hommes préhistoriques. D'autre part, la présence d'artefacts très intéressants dans ces cavernes montre qu'elles ont été utilisées assez longtemps. Ce sont les cavernes Erevan 1 et Erevan 2, ainsi que d'autres. Les traces de l'Homo sapiens sont attestées dans les cavernes d'Erevan depuis l'époque du Mésolithique, c'est-à-dire la période de l'âge de pierre moyen. Le territoire d'Erevan est riche non seulement en traces de la période préhistorique, mais c'est aussi l'un des premiers lieux du globe où sont apparues la civilisation et la souveraineté de la période ancienne. Cette dernière est connue sur le territoire du plateau arménien comme la période archéologique de l'âge de bronze ancien qui a duré environ un millénaire à partir du milieu du 4e millénaire avant Jésus-Christ jusqu'au milieu du 3e millénaire avant Jésus-Christ. L'un des principaux centres de cette époque est le site archéologique de Chengavit, au bord du lac d'Erevan. C'est pour cette raison qu'un certain nombre de scientifiques nomment période de Chengavit la culture de l'époque de l'âge de bronze ancien d'Arménie. C'est dans le site archéologique de Chengavit, sur le territoire d'Erevan, que s'est constituée la forme ancienne de la vie citadine au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Շենգավիթ քաղաքատեղիում առնվազն ապրել է մի քանի հազար մարդ. Quelques milliers de gens ont vécu dans la cité de Chengavit. Lorsqu'on reconstitue le plan d'urbanisme, d'après les objets découverts au cours des fouilles archéologiques, on voit que de 900 à 1000 bâtiments ont existé sur un territoire de 6 hectares de construction dense. D'après des calculs approximatifs, on considère que chaque bâtiment pouvait abriter de 5 à 8 habitants. Lorsqu'on multiplie ce chiffre par le nombre d'habitations, le nombre minimal de la population de Chengavit serait de 5000 habitants, ce qui correspond à la notion de ville selon les critères de l'Orient ancien. Les maisons de Chengavit sont extrêmement intéressantes.
Le type le plus fréquent est celui des maisons rondes à bâtiments ancillaires carrés. Un foyer, décoré de têtes d'animaux sacrés, occupait le centre de la maison. Il présentait une importance non seulement cultuelle, mais domestique. Le foyer était la source de chauffage de la maison et le moyen de préparer la nourriture. Au-dessus du foyer, le plafond rond se terminait par un orifice en forme de tente qui servait à la fois à évacuer la fumée et à éclairer la pièce. Ces orifices et ces coupoles ont existé dans l'architecture arménienne pendant des millénaires et jusqu'à nos jours. Les objets en céramique de l'âge de bronze ancien portent de nombreux signes qui sont les premiers spécimens de la plus ancienne écriture arménienne en hiéroglyphes. Երբ մենք իմի ենք բերում Շենգավթի բոլոր հատկանիշները, Lorsqu'on résume toutes les caractéristiques de Shengavit, architecture monumentale, construction dense, population de plusieurs milliers d'habitants, pouvoir accompagné de ses symboles sous forme de sceptres et de bijoux en or, système religieux compliqué, grand nombre d'objets en cuivre, commerce international, présence d'une classe d'artisans professionnels, elle témoigne sans aucun doute que Shengavit a été une ville ancienne, selon les critères des villes orientales anciennes, ainsi qu'un centre régional, politique, religieux, social et économique, entouré de sites satellites. որի շուրջը խմբավորված են եղել արբանյակ բնակավայրեր։ Outre Shengavit, des monuments de l'âge de bronze ancien ont été découverts sur le territoire d'Erevan, à Avan, Norabats, sur la colline de Rosrovapat, dans les quartiers de Noradjour et de Verin-Jrachen, à 3 km à l'est de la citadelle d'Erebouni. Des objets dignes d'intérêt ont été également découverts dans les sites anciens remontant aux âges de bronze moyen et récent, ainsi qu'à l'âge de fer ancien. Le plus connu de ces sites est Tsitsernakabert, ou fort des Hirondelles, qui a été constamment habité de l'âge de bronze jusqu'au Moyen-Âge avancé. La tradition populaire met ce dernier en rapport avec le culte de la déesse Atskik, qui envoyait des invitations d'amour aux heureux élus par le truchement de ses messagères, les hirondelles, d'où le nom de la forteresse. Des œuvres d'art d'une grande valeur ont été également découvertes à Dzorabert, dans les couches pré-ourartiennes de la colline de Karmirblur, ainsi que des tombeaux mis à jour lors des fouilles de diverses constructions. À l'inverse du matériel archéologique qui est d'un âge inimaginable sur le territoire d'Erevan, dans les sources historiques, Erevan est mentionné relativement tard, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous ne possédons pas de données témoignant dans quels États arméniens anciens le territoire d'Erevan a été inclus au 3e et 2e millénaire avant Jésus-Christ. Les premiers écrits du début du 1er millénaire avant Jésus-Christ sur la vallée de l'Ararat nous sont parvenus des rois Ishpuini et Ménoua de la royauté de Van. La période de la royauté de Van et de l'Ararat-Urartu, qui a atteint l'apogée de sa puissance au 9e, 7e siècle avant Jésus-Christ, est d'une importance exceptionnelle pour l'histoire d'Erevan. Non seulement cette royauté a été le premier royaume pan-arménien s'étendant à
tout le plateau arménien, mais elle a aussi réalisé des conquêtes sur des distances très éloignées, devenant l'une des superpuissances du monde de son époque. À la deuxième moitié du IXe siècle avant Jésus-Christ, prenant leur essor de Tushpavan, les souverains de Van avaient déjà étendu leur pouvoir à la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ sur tout le plateau arménien. La 5e année de son règne, en 782 avant Jésus-Christ, Arghishti Ier, le souverain de Van, a entrepris une campagne dans la vallée de l'Ararat. Il est arrivé jusqu'à la vallée de l'Arstef, dans le but de consolider les frontières nord de son empire. La campagne s'est terminée par une victoire complète. Toutefois, afin que la conquête ne soit pas temporaire, le roi a ordonné de fonder une nouvelle forteresse pour assumer les positions du nord de son empire. La nouvelle forteresse a été nommée Erebuni. Dans les inscriptions de la fondation, le roi proclame son but de cette manière. La forteresse est fondée pour la puissance de son pays et pour l'effroi de ses ennemis. Par la puissance du dieu Khaldi, moi, Arghishti, fils de Menua, j'ai bâti cette splendide forteresse et je l'ai nommée Erebuni pour la puissance du pays du Biaïnili et pour l'effroi des ennemis. Arghishti dit « La terre était déserte, j'ai réalisé ici de puissantes constructions. Par la puissance du dieu Khaldi, moi, Arghishti, fils de Menua, je suis un roi puissant, un grand roi, le roi du pays du Biaïnili et le seigneur de la ville de Tushpa. » Le roi a investi d'énormes moyens dans la construction de la nouvelle forteresse. L'une des plus belles forteresses de son époque a été construite et ses fouilles ont livré un nombre immense d'objets. Le matériel découvert au fond des fouilles et leur étude ont permis d'effectuer des reconstructions grâce auxquelles on a pu se faire une notion assez complète de la forme qu'a eue la forteresse à son époque. En entrant dans la forteresse, par le portail principal, on se retrouve sur une grande place, à gauche de laquelle se trouve le temple du dieu Khaldi. Des boucliers de bronze étaient fixés sur les murs, alors que l'intérieur était décoré de peintures murales. La grande salle palatine se trouvait en face du temple de Khaldi. Sur les grandes bases de ces colonnes, des inscriptions relatives à leur construction étaient gravées. La grande salle palatine était ornée de colonnes et ses murs étaient décorés de peintures murales aux motifs aussi bien cultuels que profanes. Le trône était placé dans la partie supérieure de la salle et servait au vice-roi. Mais dans le cas d'une visite royale, c'est le roi qui l'occupait. Le trône avait une position élevée par rapport au reste de la salle. L'autre bâtiment cultuel de la forteresse était le temple Soussi. Une inscription concernant la construction du temple était gravée de part et d'autre du portail. À en juger d'après le matériel découvert, les murs extérieurs du temple étaient colorés en bleu, alors que les murs de la cour intérieure du temple étaient peints en rouge et des boucliers de bronze y étaient fixés. Après des recherches préalables faites en 1950, des fouilles archéologiques systématiques ont commencé à Erebuni à partir de 1952 et elles continuent jusqu'à présent. On a découvert de nombreuses inscriptions cunéiformes qui informent sur la fondation de la forteresse et la construction du temple.
d'une garnison et de dépôts sur le territoire de la forteresse. Les fouilles ont révélé de nombreuses constructions et divers objets qui donnent la possibilité de se faire une idée de la vie de cette époque. Nombreux sont les objets archéologiques dont la perfection inspire de l'admiration encore aujourd'hui. On a découvert également des objets fabriqués à l'occasion de la fondation de la forteresse, dont les boucliers portant les inscriptions qui sont impressionnants. Malheureusement, on n'a découvert aucune inscription qui mentionne la raison pour laquelle Arishtip Ier aurait nommé la forteresse précisément Erebuni. Les chercheurs ont avancé différentes hypothèses. Margot Israélian, qui a été la première à montrer le lien étymologique Erebuni-Erevan, trouve que ce nom pouvait signifier victoire. Il y a eu de nombreuses opinions diverses. On a proposé d'interpréter le toponyme comme ayant la couleur de sang, à partir du nom Arinberd du site, lieu d'habitation de la tribu Ari ou Eri. Ville heureuse, ville qui se voit, maison d'Ara, c'est-à-dire ville d'Ara le Bel, ville d'Aigle, ville libre, point d'appui, ville de soleil, etc. L'interprétation du toponyme Erebuni reste encore l'objet de discussions scientifiques. Erebuni a continué à rester encore pendant une centaine d'années environ le point d'appui de la royauté de Van. À partir des années 680-670 avant Jésus-Christ, ce rôle a été dévolu à la forteresse de Taishebani, construite par le roi Roussa II, aujourd'hui connu comme le site archéologique de Karmir-Blur, également sur le territoire d'Erevan. Cette forteresse, construite sur la rive gauche de Hrazdan, non loin de Shengavit, était dédiée à la deuxième divinité supérieure Taisheba, dieu de la guerre et de la bravoure. Les fouilles systématiques du site archéologique ont commencé en 1939 et continuent jusqu'à maintenant. Là aussi, les résultats des fouilles permettent de restaurer et d'imaginer l'aspect ancien de la forteresse. Elle était entourée d'une puissante muraille de 3 mètres d'épaisseur, dont la hauteur atteignait 8 mètres. La majeure partie des remparts et des constructions avaient des bases de pierre que surmontaient des murs en briques d'argile. Elles étaient souvent colorées selon des critères religieux ou esthétiques. La vaste cour de la citadelle était occupée par une construction monumentale à 2 étages qui abritait des temples, des salles palatines d'apparat, des ateliers, des greniers, un grand nombre de dépôts, des caves à vin et d'autres bâtiments. Les caves à vin sont fort impressionnantes, chacune d'elles contenant 70 à 80 jarres d'1 millier de litres chacune. D'habitude, la capacité des jarres était notée dessus en écriture cunéiforme ou en hiéroglyphe. Un grand nombre d'inscriptions en écriture cunéiforme ou en hiéroglyphe ont été découvertes à Karmir-Blur. Elles sont gravées sur des dalles en pierre ou en argile, sur des objets métalliques ou des sceaux faits de différents matériaux.
Une grande habileté caractérise la fabrication des armes et des armures. Boucliers, carquois, casques, pointes de flèches laissent souvent l'impression d'œuvres d'art. On a découvert un grand nombre d'outils agricoles qui témoignent en même temps du grand développement de l'artisanat et des arts de l'époque. Quant aux bijoux, en or et en argent, force est de constater que ce sont des chefs-d'œuvre de l'art mondial. Les résultats de l'analyse archéo-anthropologique des objets livrés par les fous du champ funéraire de Taishebani attestent que l'ADN des habitants du plateau arménien de l'époque de la royauté de Van et celui des Arméniens actuels correspondent parfaitement. Le même roi Roussa II a fait creuser ici un canal dans la roche. L'inscription cunéiforme qui le concerne se trouve actuellement dans le site archéologique de Sfarnots. Grâce à ce canal, le roi a fait planter des vergers qui sont parmi les premiers sur le globe terrestre. Ces vergers, vieux de 3000 ans, qui auraient dû devenir une curiosité d'importance mondiale, se sont longtemps trouvés en danger à cause de la politique imprévoyante des autorités soviétiques et post-soviétiques. Les efforts, sur de nombreuses années, des intellectuels ont permis de sauver un espace de 530 hectares seulement de ces vergers. Outre Erebuni et Taishebani, d'autres monuments de la royauté d'Ararat-Urartu ont été découverts sur le territoire d'Erevan. Ce sont pour la plupart des tombeaux, dont l'étude nous permet de comprendre les notions de nos ancêtres sur le monde d'outre-tombe. La royauté de Van, ou d'Ararat-Urartu, a été remplacée par l'état des Aïkides ou Ervandides. Cette dynastie royale a été parmi les plus longues à régner en Arménie et son état a existé jusqu'à l'an 201 avant Jésus-Christ. Au cours de cette période, cet état a d'abord résisté aux prétentions d'hégémonie mondiale des Mèdes, puis il est devenu l'allié des Achéménides, et bien que pendant 190 ans, il se soit trouvé dans une situation de semi-indépendance sous la domination des Achéménides, il était néanmoins l'un des puissants pays de la région et il est resté non conquis même par Alexandre de Macédoine. Les Ervandides ont accompli de nombreux hauts faits dignes d'être cités qui ont été également mentionnés dans les ouvrages des historiens étrangers. À cette époque aussi, le rôle d'Erebuni Erevan n'est pas moindre. Les modifications architecturales ont été apportées sur le site de la forteresse. Au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ, une partie du temple de Chaldi a été reconstruite et transformée en salle à colonnes. C'est aussi à cette époque qu'a été bâti un nouveau lieu du culte, le Temple du Feu. Les coupes en argent des 6e, 5e siècles avant Jésus-Christ, découvertes à Erebuni, sont des œuvres d'art d'une valeur exceptionnelle. Bien évidemment, elles ont dû appartenir à des personnes riches et puissantes. C'est à cette époque que les pièces de monnaie ont fait leur apparition sur le territoire de l'Arménie. De même que les pièces de monnaie grecques de la même époque, elles ne portent aucune inscription. Sur l'une des faces, un lion est gravé, sur l'autre, une croix à bras égaux, symbole du soleil. Il est également à noter que ces pièces de monnaie ont été découvertes à Erebuni, sur l'autel du temple. Parmi les monuments intéressants de cette période, il convient de citer Kavakert, non loin de Karmirblur, le monument d'Avan, etc. Երվանդյան հարստությունից հետո
Après la chute de la dynastie Ervandide, Erevan a conservé son rôle et son importance même à l'époque hellénistique. Le site d'Avan Arinj, au bord du Guettar, est parmi les monuments importants de cette époque. Malheureusement, il est aujourd'hui entièrement détruit à cause des constructions modernes. On a également découvert des tombeaux de l'époque hellénistique. Par ailleurs, les tombeaux sont aussi dispersés sur tout le territoire d'Erevan, ce qui témoigne qu'à l'époque hellénistique, tout le territoire de la ville était habité. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est la dynastie des Artaxiades qui régnait sur le territoire de l'Arménie majeure et son origine remonte aussi aux Aïkides. Le roi Tigrane II le Grand a été le plus grand conquérant de cette royauté et de toute l'histoire de l'Arménie. Son État avait un territoire 10 fois plus grand que l'Arménie majeure et s'étendait sur environ 3 millions de kilomètres carrés. Avant et après Tigrane le Grand, des villes et des forteresses ont été fondées dans le pays. Des routes et des ponts ont été construits, des théâtres arménophones et grécophones fonctionnaient et un patrimoine culturel important a été réalisé. Des objets archéologiques de cette période ont été découverts dans un certain nombre de sites fouillés sur le territoire d'Erevan. Rosrovapat, Karmerbur, Kond et Avan. Le site archéologique d'Avan a livré du matériel de grande valeur datant du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 1er siècle de l'ère chrétienne, dont des pièces de monnaie en argent d'Alexandre de Macédoine et des Parthes. Malheureusement, si ces pièces de monnaie existent aujourd'hui, le monument lui-même, d'une valeur exceptionnelle, n'existe plus. Il a été complètement détruit à l'époque soviétique, au cours des travaux de construction effectués dans les années 1980 jusqu'aux années post-soviétiques, par suite d'une imprévoyante politique de privatisation. À la première moitié du 1er siècle de l'ère chrétienne, une situation compliquée s'est créée en Arménie. Le pays conservait la royauté, mais la dynastie des Artaxiades avait perdu le pouvoir. D'après le témoignage des historiens contemporains, l'Arménie majeure était alors le 3e plus grand État de la région, après Rome et l'Empire parthe. Dès lors, ces superpuissances prétendaient au trône de l'Arménie majeure, ce qui donnait même lieu à des guerres. Les Archakides ont remplacé les Artaxiades sur le trône de l'Arménie majeure et la royauté arménienne a existé sous leur pouvoir jusqu'en 428. C'est sous le règne de cette dynastie qu'en 301, l'Arménie a adopté la première au monde le christianisme comme religion d'État. À cette époque aussi, sur le territoire d'Erevan, la ville était grouillante d'activité.
ce dont témoignent les objets découverts dans les sites archéologiques d'Avan et de Konde. Parmi ces objets, on compte des pièces de monnaie parthes du 1er siècle de notre ère, des monnaies sassanides et romaines des 3e, 5e siècles. C'est au 5e siècle que remonte la première mention en arménien d'Erevan, écrite en lettres de l'alphabet de Machtos. C'est un texte parlant de Movses Horenatsi et de David l'Invincible, où l'on apprend qu'après la chute de la dynastie Archachide, des persécutions avaient commencé contre les Arméniens instruits, raison pour laquelle Movses Horenatsi et ses amis s'étaient réfugiés à Erevan. L'une des plus anciennes mentions d'Erevan est en relation avec le Concile national de l'Église arménienne, réuni en 607 sur l'ordre du Catholicos Abraham. Dans la vie du peuple arménien, les conciles nationaux de l'Église arménienne, surtout s'ils s'étaient réunis dans les conditions de la chute de la souveraineté indépendante, comme c'était le cas au 7e siècle, avaient l'importance de réunions constitutionnelles. 2 religieux d'Erevan, David Erevansi et Hunanes Avansi, ont été invités à participer au très important concile national de l'Église arménienne de 607. Une communication d'une importance exceptionnelle nous est parvenue du milieu du 7e siècle. Elle concerne la forteresse d'Erevan. Dans les années 640, elle était si puissante que les conquérants arabes, qui semaient la mort et les ruines dans toute l'Arménie et les pays voisins, l'ont assiégée, mais n'ont pas pu la prendre. La forteresse d'Erevan est restée également imprenable au cours des incursions arabes des années 660. En outre, la forteresse d'Erevan a montré un tel héroïsme que 3 siècles plus tard, Hovnanes Draskanakertsi et Samvel Anetsi, historiens du Xe siècle, ont nommé cet épisode des opérations militaires de la forteresse héroïque « Bataille d'Erevan ». L'époque de la royauté bagratide commence en Arménie au dernier quart du IXe siècle. Après la chute de la souveraineté indépendante arménienne au Ve siècle, la lutte d'indépendance, qui a duré 4 siècles et demi, a finalement porté ses fruits et l'État, fondé en 885 par Ashot le Grand Bagratide, a été internationalement reconnu. Le califat arabe et Byzance ont envoyé des couronnes au roi arménien. Des valeurs culturelles chrétiennes, dont la signification mondiale reste indiscutable même aujourd'hui, ont été créées tant à l'époque de la royauté bagratide que plus tard, à l'époque des autres royautés arméniennes des 9e, 12e siècles. Nous savons qu'Erevan est officiellement mentionné pour la première fois comme ville au XIIIe siècle. Mais à en juger d'après la logique de la période féodale, on peut noter que le processus de l'urbanisation d'Erevan avait commencé à partir de l'époque bagratide, lorsque le rôle de la ville était devenu très important, et que les représentants des maisons princières les plus célèbres de la période bagratide y réalisaient leurs activités. En outre, c'est à Erevan qu'étaient conservées 2 des plus importantes reliques de la vie religieuse d'Arménie. Un fragment de la croix du Christ, mentionné déjà à l'époque de Gagik Ier, et l'une des images du Christ. L'évolution d'Erevan
était également conditionnée par sa position géographique favorable à son développement économique. Les pièces de monnaie de l'époque bagratide, découvertes à Erevan, montrent que la localité était un nœud important de voies commerciales. Erevan se trouvait sur l'une des sections nord de la route de la soie qui s'étendait du nord de la Perse, par la vallée de l'Arax, jusqu'à la mer Noire. C'est là que se croisaient les voies commerciales venant de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord, et que s'accumulaient les marchandises venues de Chine, d'Inde, des pays du Proche-Orient et d'Europe. Le bourg d'Erevan, qui au XIIe-XIIIe siècle s'était transformé en ville médiévale, possédait un puissant système de fortification. 2 forteresses s'élevaient à droite et à gauche de la rivière Khazdan. L'une était précisément la forteresse d'Erevan, l'autre, celle de Tsitsernakaberd. À partir du milieu du XIe siècle, les incursions des Turcs seldjoukides vers l'Arménie et les pays voisins ont eu un résultat désastreux pour le développement du pays. Au début du XIIIe siècle, sous les princes zakharides qui ont libéré des Seldjoukides les régions nord-est de l'Arménie, Erevan est mentionnée comme une ville assez développée, gouvernée par les doyens et les seigneurs d'Erevan, c'est-à-dire que la ville avait son conseil de doyens. Malheureusement, sous le pouvoir des Zakharides, l'Arménie du Nord-Est a pu respirer librement pendant seulement 4 décennies. De nouveaux conquérants, à demi sauvages, les Mongols, ont fait irruption de l'Orient et ont conquis l'Arménie dans les années 1230-1240. Il est à noter que le développement d'Erevan ne s'est pas interrompu à l'époque de la domination mongole, même plus, il est devenu un centre où l'on frappait monnaie. À la première moitié du XIVe siècle, Abou Saïd et Anushirvan, seigneurs mongols, ont frappé monnaie à Erevan en gravant le nom de la ville sur leurs pièces. Le colophon d'un livre manuscrit de 1336, où Erevan est nommé « ville respectable », témoigne du développement et de la puissance d'Erevan. Les incursions de Tamerlan, avec leurs conséquences catastrophiques, sont parmi les plus connues dans l'histoire. En 1367, ces hordes ont également attaqué Erevan et, d'après les historiens, près de 500 habitants de la ville ont trouvé la mort dans les batailles héroïques livrées contre le cruel tyran. Au XVe siècle, l'Arménie est tombée sous la domination des tribus turcomanes, Karakoyunlu, dont l'attitude à l'égard des Arméniens était exceptionnellement bienveillante. C'est aussi grâce à leur bienveillance qu'en 1441, l'Église apostolique arménienne a transféré son siège patriarcal de Cilicie à Vagarchabat. C'est à leur époque qu'a été créée la région frontalière d'Ararat avec son centre à Erevan. À partir de cette époque, Erevan est souvent mentionnée comme capitale du pays d'Ararat. À propos, c'est de cette époque que s'est conservé un monument important de la culture musulmane au village d'Argavant, à proximité d'Erevan, un mausolée turcomane construit en 1413. Les 16e, 17e siècles ont été désastreux pour les Arméniens.
l'Arménie s'est transformée en arène des guerres turco-persanes et les destructions et les déportations sont devenues systématiques. Voici un épisode survenu en 1554 dont témoigne l'historien turc Ibrahim Feshevi. L'armée ottomane s'est dirigée vers la ville d'Erevan qui est l'âme des Persans. Ils ont brûlé tous les splendides palais, jardins et parcs, en particulier le jardin du sultan, semblable au paradis, et ils ont tout réduit en cendres. D'après les historiens turcs, dans la région, dans tout le Proche-Orient, il n'y avait que deux grandes et puissantes forteresses. L'une d'elles était celle de Bagdad, l'autre celle d'Erevan. Donc le rôle d'Erevan avait essentiellement grandi, surtout au XVIe siècle. À en juger d'après les témoignages des historiens, on peut noter qu'à la fin du XVIe siècle, la population d'Erevan, avec celle des villages environnants, avait atteint de 55 000 à 60 000 habitants. Rien qu'en 1579, l'armée turque a emmené en captivité 60 000 habitants d'Erevan et des 18 villages des environs. Quant à Shah Abbas Ier, roi de Perse, il a déporté 300 000 Arméniens d'Arménie orientale en Perse. Un nombre considérable de ces déportés étaient des habitants d'Erevan. Résultat des guerres turco-persanes, l'Arménie a été partagée entre la Turquie ottomane et la Perse. La ligne de démarcation s'est conservée jusqu'au début du XIXe siècle. L'Arménie orientale faisant partie de la Perse, l'Arménie occidentale de la Turquie. Le centre principal de l'Arménie orientale étant Erevan. En même temps, c'était l'une des plus importantes places fortes de la Perse du Nord-Est, le centre du Khanat d'Erevan, ce qui a eu aussi son rôle à jouer dans l'histoire de la frappe de monnaie en Perse. L'Arménie, tout en se trouvant sous la domination de pays étrangers, avait son importance administrative, ce qui fait qu'on y a frappé monnaie. Les premiers à le faire ont été les Sassanides, puis les Arabes, l'État Lycanide, suivi des Ar-Koyunlu et des Kara-Koyunlu. Du XVIe siècle jusqu'au début du XIXe, l'Arménie s'est trouvée sous la domination perse, et 4 dynasties royales ont frappé monnaie à Erevan en mentionnant le nom Erevan sur leurs pièces de monnaie. La première période a été celle de la dynastie séfévide, qui avait 66 hôtels de monnaie sous son pouvoir, puis la dynastie des Afshar, qui en avait 34, puis les Zendi, avec 21 hôtels de monnaie, dont un en permanence à Erevan. Dans les intervalles du tohu-bohu des guerres, Erevan réussissait à se remettre rapidement. Rien que 4 ans après la déportation organisée par Shah Abbas en 1608 sur la commande du roi d'Espagne, Antonio de Gouvéa déclare: Erevan est la ville la plus importante et la capitale de toute l'Arménie majeure. Il est entièrement peuplé d'Arméniens. Sa terre est cultivable, fertile et riche en toutes sortes de produits alimentaires. Un témoignage analogue des années 1630 appartient à Jean-Baptiste Tavernier, explorateur français dont nous possédons 2 plans d'Erevan. Un autre plan nous est parvenu, qui est l'œuvre d'un autre explorateur français célèbre, Jean Chardin, qui a visité Erevan en 1673 et l'a appelée capitale de l'Arménie. L'un des témoignages de Chardin sur Erevan est fort intéressant. D'après les Arméniens, Erevan est l'un des plus anciens sites du monde, car selon leur tradition, c'est là qu'a vécu Noé avec toute sa famille, tant avant le déluge qu'après être descendu de la montagne sur laquelle l'arche s'était échouée. En outre, les Arméniens affirment que c'est précisément là que se trouvait le paradis terrestre. Jean Chardin communique également que des troupes de théâtre populaire fonctionnaient à Erevan et présentaient différentes pièces accompagnées de la musique des ménestrels. D'après les chercheurs, c'était la continuation de la tradition venue des temps les plus reculés du théâtre populaire arménien, nommé Tsuits, dont l'une des composantes pouvait être aussi le théâtre d'ombre.
Le tremblement de terre de 1679 a été désastreux pour Erevan. La majeure partie des bâtiments de la ville a été détruite. La population de la ville a compté des milliers de victimes. C'est ce même tremblement de terre qui a détruit le temple antique de Garni, debout depuis le 1er siècle. Il a été restauré en 1971. Toutefois, ni le vandalisme des conquérants musulmans, ni les catastrophes naturelles n'ont été capables de briser l'esprit créateur des habitants d'Erevan, qui, se remettant de la douleur de la catastrophe, se sont mis à restaurer les temples détruits. Peu de temps après le tremblement de terre, l'église des saints apôtres Pierre et Paul, construite au 5e siècle, a été restaurée. Mais les autorités soviétiques l'ont définitivement détruite dans les années 1930. Sur l'emplacement de l'église détruite de l'apôtre Anania en 1693, on a construit l'église de la toute-puissante Mère de Dieu, debout jusqu'à présent. Dans les années 1690, on a restauré les églises adjacentes, Sainte Cathorique et Sainte Vierge. Cette dernière avait été fondée au 7e siècle, mais elle a été détruite de fond en comble dans les années 1930. Seule l'église catholique du Xe siècle a été conservée. Et en 2015, l'église Sainte-Anne a été bâtie à côté d'elle. À la place d'une autre église détruite en 1710, on a bâti l'église Saint-Orphanès du Conde, qui a été rénovée dans les années 1980. On a également restauré l'église Saint-Sarkis, sur la base de laquelle l'église Saint-Sarkis a été construite en 1835-1842 comme siège du diocèse. Elle a été embellie en 1970. L'une des pages héroïques de la chronique d'Erevan est la résistance de 1724 contre l'armée ottomane. En 1722, la chute temporaire du pouvoir royal en Perse a été la raison d'une incursion au nord de la part de la Russie et à l'ouest de l'Empire ottoman. À la même époque, deux provinces arméniennes, l'Artsakh et la Siounie, ont dressé l'étendard de la liberté. En juin 1724, l'armée ottomane a attaqué Erevan. La population arménienne a manifesté un héroïsme inouï. Le problème est que le khan persan, qui était en fait le seigneur et maître de la ville, comprenant qu'il ne serait pas capable de garder les faubourgs de la ville, s'était replié sur le territoire de la forteresse, alors que les citadins étaient contraints de s'en remettre à leurs propres moyens. De concert avec les villageois des environs, qui s'étaient réfugiés à Erevan, ils ont formé des détachements de défense, comptant environ 10 000 soldats, qui ont réussi à défendre Erevan pendant 2 mois contre les troupes turques, dont le nombre atteignait environ 60 000 soldats. Bien que l'armée turque ait réussi à prendre la ville en septembre, causant la mort de 20 000 habitants, grâce à cette bataille héroïque, non seulement la majeure partie de la population était sauvée, mais aussi 2 provinces arméniennes, l'Artsakh et la Siounie, pratiquement indépendantes entre les années 1722 et 1730, ont été protégées. Պարսկական տիրապետության շրջանում Երևանում թողարկված դրամները À l'époque de la domination perse, les monnaies frappées à Erevan étaient de 2 espèces, en or et en argent. C'étaient des pièces de monnaie d'État, alors que les khans gouverneurs locaux avaient aussi leur droit de frapper leurs propres pièces, qui étaient en cuivre et sur lesquelles le nom d'Erevan était gravé. Erevan a une grande importance administrative pendant 400 ans pour de nombreux États persans. Et nous constatons cette importance de nos jours en Iran dans les noms propres. Un certain nombre de religieux et d'hommes publics terminent leur nom de famille par le nom Erevani, ce qui montre que leurs ancêtres ont vécu à Erevan, occupant des postes importants. Et ils y conservent ce nom jusqu'à présent. Երևանում ունեցել են բարձր դիրքեր եւ մինչեւ օրս այդ ազգանունը պահպանել. Erevan a aussi joué un rôle important au Moyen-Âge
comme centre de culture médiévale arménienne. Dans les établissements religieux fonctionnant dans la ville et ses environs, on écrivait et copiait des manuscrits de différents contenus. Le plus ancien manuscrit, écrit à Erevan, qu'on possède actuellement, est un évangile sur parchemin copié en 1181. Les centres de calligraphie d'Erevan sont devenus actifs surtout au XVe siècle, lorsque la ville est devenue le centre du pays d'Ararat et que le siège du Catholicosat de l'Église arménienne est revenu à Etchmiadzin. La majeure partie des manuscrits, créés dans ces centres et parvenus jusqu'à nos jours, est aujourd'hui conservée au Matenadaran Mesrop Mashtots d'Erevan. Les 30 premières années du XIXe siècle ont changé la destinée d'Erevan et de tout le peuple arménien, lorsque les deux guerres russo-persanes ont eu pour conséquence la réunion de la partie principale de l'Arménie orientale à la Russie. Dans ces deux guerres, les volontaires arméniens ont apporté un concours efficace à l'armée russe, tout en combattant sous leur propre drapeau. Voici quelques-unes des batailles livrées par eux. En 1804 et 1808, les armées russes ont par 2 fois assiégé la forteresse d'Erevan, mais n'ont pas pu la prendre. Avec l'aide de volontaires arméniens, l'armée russe a pris la forteresse d'Erevan le 1er octobre 1827. En commémoration de cet événement exceptionnel, une médaille commémorative spéciale a été frappée avec la légende pour la prise d'Erevan, dont de nombreux militaires ont été décorés. La guerre s'est terminée le 10 février 1828 par la signature du traité de Turkmenchai. D'après ce traité, les Khanats d'Erevan, du Nakhitchevan et la province d'Ordubad sont passés à la Russie. Du côté de la Russie, le traité a été signé par Ivan Paskevitch, commandant de l'armée russe, et du côté de la Perse par le prince héritier Abbas Mirza. Après signature du traité, les conditions de la paix ont été décidées avec la participation d'Alexandre Griboïdov, éminent écrivain et diplomate russe. Les territoires mentionnés ont formé le canton arménien, unité administrative de l'Empire russe, dont Erevan est devenu le centre. Il a existé de 1828 à 1840. Le canton arménien avait ses armoiries, avec les 3 principaux symboles de l'Arménie, le mont Ararat avec l'arche de Noé, la couronne de Tigran le Grand, le plus célèbre roi d'Arménie, et la cathédrale d'Etchmiadzin. Le centre principal de l'Arménie chrétienne était représenté sous l'aigle bicéphale des armoiries de l'Empire russe. En 1840, le canton arménien a été liquidé et son territoire intégré au canton de Géorgie et d'Iméréthie, ce qui a provoqué un juste mécontentement des Arméniens. Le gouvernement du Tsar a rectifié son erreur en 1849 en créant le canton d'Erevan avec le même centre. Ce canton a existé jusqu'en 1918. Il avait aussi ses armoiries qui, toutefois, à la différence du canton arménien, ne présentaient aucun symbole national. La libération de la domination musulmane et l'intégration à la Russie a eu une signification positive pour Erevan et l'Arménie orientale. L'importance d'Erevan en tant que centre de la culture nationale s'est encore accrue. On s'est mis à publier un grand nombre de livres et de revues en arménien et en langues étrangères. De nouvelles écoles, des théâtres et des foyers culturels ont été fondés.
un certain nombre de domaines de l'économie s'est développé, en particulier la fabrication du cognac. Les métiers et le commerce ont fortement évolué. On a fondé de nouvelles petites usines, une centrale hydroélectrique, on a construit des hôpitaux, amélioré les transports urbains. L'omnibus était pour l'époque un moyen intéressant de transport en commun. C'était une calèche tirée par un cheval sur des rails en fer, pouvant transporter jusqu'à 20 passagers à la fois. Au sein de l'Empire russe, Erevan a connu un progrès certain, lié surtout au dernier quart du XIXe siècle, à une certaine activité industrielle et à l'implantation de la production de cognac. L'apparition du chemin de fer, en 1901, dans la ville, a eu une grande importance du fait qu'Erevan faisait partie du réseau de chemin de fer de l'Empire russe et recevait de nouvelles possibilités de développement économique. En 1897, l'Empire russe a organisé pour la première fois un recensement de la population. La population d'Erevan avait atteint 29 000 habitants. Les révolutions de 1917 en Russie ont constitué un tournant dans l'histoire mondiale. Après la deuxième révolution, celle d'octobre, la Transcaucasie s'est détachée du gouvernement central et dès janvier 1918, elle a subi l'agression des troupes turques. Après le génocide perpétré en Arménie occidentale, les Turcs auraient pu réaliser la même chose en Arménie orientale si les Arméniens ne s'étaient pas réunis en grand nombre autour d'Erevan. Sous le commandement d'Aram Manoukian, président du Conseil national d'Erevan, et grâce à la volonté collective de nombreux commandants de talent, d'hommes d'église et du peuple arménien tout entier, la bataille héroïque livrée le 18 mai 1918 a non seulement fait face aux dangers turcs, mais elle a également jeté les fondements de la nouvelle souveraineté arménienne. En même temps, le Conseil national arménien fonctionnant à Tiflis, qui était l'organe dirigeant élu par les Arméniens orientaux, ne cessait d'entretenir son lien avec le monde extérieur. C'est précisément cet organe qui a proclamé l'indépendance de l'Arménie face au monde entier. Après un intervalle de 6 siècles, le 18 mai 1918, l'État souverain arménien a restauré son indépendance. Et cela dans une perspective nouvelle, non comme monarchie, mais comme république. C'était le début d'une époque de république dans l'histoire de l'Arménie. L'avènement d'un nouvel État indépendant a également ouvert une nouvelle page dans l'histoire d'Erevan. Erevan devenant la capitale de la République d'Arménie. Toutefois, la renaissance de l'indépendance n'a pas été facile pour le peuple arménien. Dans un pays affaibli par les conséquences du génocide et de 5 années de guerre, la famine et les épidémies ont commencé à sévir. En 6 mois, 180 000 personnes sont tombées victimes de ces fléaux, c'est-à-dire en moyenne 1 millier de personnes par jour. On lit dans les mémoires des témoins oculaires que les charrettes ne suffisaient pas à évacuer les cadavres. Toutefois, on avait la volonté de vivre et de vaincre, et l'on avait foi dans le jour à venir. Et parallèlement à la foi, il y régnait une grande sagesse. Dans un pays meurtri par la famine et les épidémies, les autorités ont commencé à ouvrir des écoles, et même avant le premier anniversaire de l'instauration de la République, elles ont décidé de fonder une université. Les conquérants étrangers avaient détruit la dernière université de la terre arménienne au début du XVIe siècle. Et ce n'est que 4 siècles plus tard, en 1919, qu'une nouvelle université s'est ouverte en Arménie, d'abord à Koumri, puis en 1920 à Erevan. Comme l'État médiéval arménien avait été complètement anéanti au cours des 6 siècles de domination étrangère, il fallait repartir de zéro.
On a donc créé une république parlementaire, tout un système de gestion étatique dont le centre était la capitale Erevan. La proclamation du 28 mai 1919, comme premier anniversaire de l'instauration de l'indépendance en Arménie, a été un événement marquant dans l'histoire de l'Arménie. Le texte de la proclamation affirmait « Dans le but de restaurer l'union de l'Arménie et d'assurer la prospérité du peuple, conformément à la volonté et au désir collectif de tout le peuple arménien, le gouvernement de l'Arménie déclare que les parties séparées de l'Arménie sont dès maintenant éternellement réunis en un État uni et indépendant. » En fait, en mai 1919, Erevan a été proclamée capitale de l'Arménie unie et indépendante. D'après la conférence de 1919 de Paris et le traité de Sèvres, signé en 1920, ainsi que par la décision constitutionnelle du président Wilson, président des États-Unis d'Amérique, 4 des 7 provinces de l'Arménie occidentale devaient être réunies à l'Arménie orientale. Erevan allait devenir la capitale de l'Arménie unifiée. Cependant, la Turquie kémaliste, s'alliant à la Russie bolchevique, a initié une guerre contre l'Arménie en septembre 1920. Le 2 décembre 1920, l'Arménie a été partagée entre ces deux pays. Le canton de Kars et la province de Surmalu ont été réunis de force à la Turquie. La majeure partie du territoire de la République d'Arménie a été réunie à l'État soviétique. Le Karabakh et le Nakhitchevan ont été séparés de ce territoire et donnés à l'Azerbaïdjan. Le Djavak a été réuni à la Géorgie. Et le reste du territoire a été soumis au pouvoir soviétique arménien. Des 60 000 km² de la République d'Arménie, l'Arménie soviétique n'a reçu que 30 000 km². Erevan est restée la capitale de l'Arménie soviétique. La République soviétique socialiste d'Arménie était un pays à demi indépendant au sein de l'Union soviétique, et le développement de la culture nationale n'y était pas encouragé. Outre les églises des saints apôtres Pierre et Paul et l'église catholique Sainte Vierge, dans les années 1930, les autorités soviétiques ont fait détruire les églises Saint-Grégoire l'Illuminateur, Gethsemane, Saint-Simon le Vieillard et celle de Mrenne, ainsi que le cimetière médiéval de Kozern, et d'autres bâtiments présentant une inestimable valeur historique. On a même détruit l'église russe Nikolaïevskaya, édifice du XIXe siècle. Quant à l'église russe de la Sainte Vierge, construite en 1913, elle a été transformée en cinéma dans les années 1930, et elle n'est retournée à sa vocation qu'en 1991, après l'indépendance de l'Arménie. Dans les mêmes années 1930, de nombreux éminents intellectuels arméniens sont tombés victimes de la tyrannie stalinienne. En 1938, on a détruit les parties conservées de la forteresse d'Erevan et une usine de vin a été construite sur son emplacement. Qui avait surmonté les nombreuses épreuves de l'histoire, n'existe plus aujourd'hui. Et l'on ne peut se faire une notion de cette forteresse que d'après de vieilles gravures et des reconstructions architecturales. Ni les murailles de la forteresse, ni le palais du Khan, très célèbre à l'époque comme monument majestueux de l'architecture islamique, n'ont été conservés. De nos jours, le seul souvenir du pouvoir persan est la mosquée bleue, au centre d'Erevan, monument du XVIIIe siècle de la culture persane.
Et néanmoins, malgré la conquête et l'expropriation des territoires de l'Arménie, la destruction d'une multitude de monuments culturels et religieux, l'exil des intellectuels progressistes et les nombreuses victimes des guerres, le génie créateur du peuple arménien a réussi à reconstruire rapidement le pays dans les conditions de la paix assurée par le régime soviétique. Semblable aux héros de l'épopée arménienne, Erevan grandissait et se fortifiait non d'année en année, mais d'heure en heure. En 1924, le plan unifié de la reconstruction de la capitale Erevan a été mis en œuvre sous la direction du génial architecte Alexandre Tamanian. En 1926, la construction de la place centrale d'Erevan a commencé. Dans sa partie nord, le musée d'État d'histoire d'Arménie a été bâti. Il a été suivi du bâtiment du théâtre d'État, de l'opéra et du ballet, du premier observatoire d'Arménie et de nombreux autres édifices. Les Arméniens ont apporté leur participation efficace à la Deuxième Guerre mondiale, et au sein de l'Union soviétique et dans la diaspora. Les 89e, 408e et 261e divisions arméniennes d'artillerie ont été organisées à Erevan. La première de celles-ci est arrivée jusqu'à Berlin, la deuxième jusqu'en Tchécoslovaquie, mais la troisième est restée sur la frontière arméno-turque, dans le but d'arrêter une attaque possible de la Turquie, alliée de l'Allemagne. De nombreux habitants d'Erevan ne sont pas revenus du front, mais ceux qui sont revenus ont été décorés des plus hautes distinctions de l'État. La construction du pays et de la capitale a repris de plus belle, surtout après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, le pont de la Victoire a été construit sur la rivière Khazdan, suivi des années plus tard du deuxième grand pont d'Erevan. Ils ont conféré un nouveau charme à l'aspect de la ville. Le parc de la Victoire a été également dédié à la victoire remportée au cours de la guerre. Depuis 1957, la statue de la mère Arménie s'élève au centre du parc. Non loin de cette statue, on a élevé en 1967 le monument de la Victoire, surmonté de l'arbre de vie, symbole d'immortalité. Vers le milieu des années 1950, après la fin de la tyrannie stalinienne, de nouvelles possibilités ont été créées pour le développement de la culture nationale. En 1957, on a construit le Matenadaran, le plus grand dépôt de manuscrits arméniens au monde. L'inauguration, en 1959, à Erevan, de la statue de David de Sassoun, héros principal de l'épopée nationale, a été une initiative de plus en relation avec l'identité nationale. La commémoration du cinquantenaire du génocide arménien, perpétré en Turquie, a été un phénomène significatif. La construction du complexe commémoratif des victimes du génocide à Tsitsernakaperd s'est terminée en 1967. En 1968, on a célébré à Erevan le 2750e anniversaire de la fondation de la ville, une fête devenue traditionnelle. Depuis, chaque année, en octobre, les Arméniens célèbrent la fête de leur ville. L'essor sans précédent de l'urbanisme a provoqué l'augmentation de la population. Erevan s'est rapidement transformée en une ville d'un demi-million, puis d'1 million d'habitants. Sous le régime soviétique, une politique d'urbanisme massif était réalisée à Erevan, en relation avec le développement de l'industrie, et de nombreuses localités voisines d'Erevan ont été incluses dans la ville. Le périmètre de la ville s'est agrandi, devenant l'une des raisons de l'augmentation de la population. En outre, l'accroissement naturel se faisait à un rythme assez accéléré, accompagné d'une migration massive de la population de différentes régions de l'Arménie soviétique vers Erevan. En même temps, le rapatriement massif des Arméniens de la diaspora, pendant les années du régime soviétique,
a eu aussi son rôle à jouer dans l'accroissement de la population d'Erevan. Comme résultat, on a eu le tableau suivant au cours des recensements soviétiques. D'après les données du premier recensement de 1926, la population d'Erevan était d'environ 67 000 habitants, mais déjà en 1959, Erevan avait plus d'un demi-million d'habitants et l'on observait une croissance rapide de la population d'Erevan. 20 ans plus tard, lors du recensement soviétique suivant de 1979, on a constaté que la population d'Erevan avait dépassé le million. Erevan est devenue une ville millionnaire et l'un des plus importants centres industriels de l'Union soviétique. Le grand essor de l'urbanisme a continué au cours des années suivantes également. Le métro d'Erevan a été mis en exploitation, le complexe de sport et de concerts s'est ouvert, ainsi que de nombreux établissements culturels et scientifiques, des instituts de recherche scientifique, des théâtres et des musées, etc. À la veille de l'éclatement de l'URSS, 38% de la population arménienne soviétique habitait Erevan, alors qu'en 1926, seuls 7% de la population de la République habitait Erevan. De même que l'Arménie, au nombre des 15 autres républiques de l'URSS, Erevan aussi, au nombre des 15 autres capitales soviétiques, présentait la population la plus ethniquement homogène. En URSS, les Arméniens ont été les premiers à brandir l'étendard de la lutte de libération nationale. Le peuple arménien s'est soulevé pour exiger la juste réunion de l'Artsakh-Karabagh à la mère patrie. Erevan est devenu le centre du mouvement. Ce mouvement a été le début du démembrement de l'URSS. En 1991, l'Arménie a restauré son indépendance, alors qu'Erevan est devenue, une fois de plus, la capitale de l'Arménie indépendante. Les premières années d'indépendance se sont accompagnées de grandes difficultés, une crise sociale et économique, ainsi que de la guerre déchaînée par l'Azerbaïdjan. Toutefois, la volonté collective des Arméniens a triomphé de ce problème, encore une fois. Aux années post-soviétiques, l'épuisement général du potentiel industriel remarqué en République d'Arménie, le blocus et les difficultés économiques ont conduit surtout à la réduction du nombre de la population urbaine et au cours des 2 dernières années, jusqu'à 50 à 60% dans certaines villes. À la différence des autres centres urbains, Erevan a inscrit une moindre diminution, car de nombreux habitants des provinces de la République sont venus occuper la place de la population partie pour des pays étrangers. Erevan continue à rester une ville d'1 million d'habitants. Plus d'un tiers de la population de la République d'Arménie est concentrée à Erevan. D'après les données du service statistique national de l'État, au 1er avril 2018, la population d'Erevan est de 1 77 600 habitants. C'est un nombre constant de population par rapport aux données du recensement de 2011. Erevan. Dans cette ville en construction à l'évolution permanente, les archéologues continuent leurs fouilles, révélant de nouvelles pages inconnues de cette capitale à la fois antique et moderne. Les premières traces de l'habitation de l'homme préhistorique ont ici une ancienneté de 2 millions d'années. Erevan a été un site urbain depuis 6 millénaires. La ville a été nommée Erebuni Erevan depuis 2800 ans, en 782 avant Jésus-Christ. Et bien qu'au cours du dernier demi-millénaire, Erevan ait été le centre le plus important du monde arménien, il n'y a qu'un siècle qu'il a été proclamé capitale de l'État arménien. Ainsi, l'année du 2800e anniversaire de sa nomination, Erevan célèbre aussi le centenaire de son statut de capitale. Telle est l'histoire d'Erevan, ce voyageur des millénaires, cette capitale de tous les Arméniens.
notre capitale au passé grandiose, mais aussi au présent et à l'avenir non moins grand.